We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de 11 des marques. Comme chaque semaine, au programme aujourd'hui, l'actualité footballistique. Avec moi Maxime, évidemment l'autre parisien Kevin, mon collègue évidemment sur de LA Sevran, Guillaume et Karl le régisseur d'aujourd'hui. Comment ça va les mecs ? Ça va très bien. Ça va. Ouais, super. C'est pas mal aujourd'hui. Bon, il n'y a pas Jérémy. Parce qu'il n'y a pas Jérémy, on salue. On n'est pas au complet, mais aujourd'hui sera, j'espère, comme d'habitude, de grande qualité, avec vos analyses. On va attaquer d'entrée avec, évidemment, un joueur exceptionnel depuis cette année 2015. C'est le Zoom, Alexandre Lacazette, premier but avec l'équipe de France. En plus, ça a été à Saint-Etienne, lui joueur de Lyon. C'est quand même un beau moment de football. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Lacazette, il est en train de devenir déterminant pour toutes les équipes dans lesquelles il passe, à Lyon et en équipe de France. C'est bien pour lui, il faudrait qu'il continue à confirmer et qu'il continue à jouer en équipe de France pour pouvoir progresser à vraiment un haut niveau, parce qu'en ce moment, il devient un joueur de très haut niveau. Si on pouvait gagner des points sur cette tournée de matchs amicaux en vue de l'Euro 2016, je pense que Alexandre Lacazette fait partie de ces joueurs qui ont gagné des points aux yeux de Didier Deschamps. C'est un attaquant un peu dans le même profil que Karim Benzema, assez technique, qui marque. Donc ça lui donne un petit désavantage par rapport à Olivier Giroud, mais sa forme du moment, sa dynamique et puis son potentiel, parce qu'il a du potentiel, on a de quoi faire. Il a une grosse palette de jeux, donc c'est un joueur qui a marqué des points, c'est un joueur qui peut jouer dans beaucoup de systèmes offensifs. Et voilà, donc Alexandre Lacazette aujourd'hui. Comme on dit mes compères, Lacazette c'est un super joueur, il est plutôt complémentaire avec Benzema et Griezmann. Il a évolué dans un poste en tant qu'ailier, donc c'est son poste principal de formation. Donc à l'époque, il jouait avec Gomis notamment sur le côté avec l'OL. Donc avec Lyon, il a récupéré un poste de numéro 9 qui lui va très bien. On le voit à ses stats en Ligue 1, c'est le meilleur buteur, c'est dans le top 3 des meilleurs buteurs européens. Il plante beaucoup, il est très très bon offensivement, il va très vite, il est technique comme a dit Kevin. C'est un joueur qui est, avec Benzema, ça peut être très complémentaire, et je pense qu'il a une place à prendre en équipe de France, parce que Giroud, ça reste très fragile. Griezmann, je pense que c'est pas trop mal de les voir jouer ensemble. Ils ont évolué ensemble en espoir et dans les équipes de jeunes. Ouais, Donc même en équipe à Clairefontaine aussi, ils ont joué ensemble, il l'avait dit. Donc c'est des joueurs qui se retrouvent et qui ont déjà des automatismes, on l'a vu. Et voilà, ça fait du bien. S'il a une place à prendre en équipe de France, c'est pas par rapport à Giroud, vu que Giroud est déjà remplaçant derrière Karim Benzema. Ce serait plutôt à droite, où il y a personne à droite. C'est ce que j'allais dire, Guillaume, parce que ce match-là, il a disputé à droite. C'est pas forcément son couloir de prédilection, mais c'est plutôt pas mal débrouillé dans un match qui était compliqué pour lui. Commencer sous les sifflets. Pourtant, il a bien répondu. J'ai bien aimé sa complémentarité, comme tu dis, avec Payet. Et sur le but, il n'hésite pas à pousser un peu ses partenaires et à oser marquer ce but-là. Je pense que Lacazette a de beaux jours avec l'équipe de France. Oui, il est jeune en plus. Franchement, il fallait saisir sa chance et il l'a fait. Franchement, il a répondu aux attentes de tout le monde. Ouais, mais c'est vrai qu'on a été très satisfait de l'animation offensive de l'équipe de France face au Danemark. Avec Giroud, Payet, Griezmann et Lacazette. Et donc Lacazette a su saisir sa chance. Il peut jouer on peut imaginer que Deschamps va utiliser son 4-3-3, donc il peut jouer sur les trois postes de l'attaque. Et je pense que Giroud est encore devant, malheureusement, parce qu'en fait il apporte un autre profil d'attaquant à Didier Deschamps, un autre profil d'attaquant que ne sont pas Benzema et Lacazette, pour pouvoir jouer en pivot, jouer dos au but avec la tête. Donc voilà, mais au-delà de ça, franchement, Lacazette, s'il continue à progresser comme ça, déjà, il a une place sûre dans le groupe des 23, et pourquoi pas dans le groupe des 11. On verra l'Euro. En tout cas, on va passer tout de suite à notre rubrique, le débat. Et évidemment, cette double confrontation, on va se demander évidemment si elle a fait bouger la hiérarchie de l'effectif français dans la tête de Deschamps, puisque justement, maintenant, ce sera à Deschamps de choisir son effectif pour 2016. Beaucoup de choix, beaucoup de joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Moi j'en pense que notamment au poste de latéral gauche, il y a Tremoulinas qui a fait une très très bonne performance. Donc Tremoulinas, c'est un joueur que je le regarde pas particulièrement jouer avec Séville, hormis face au gros d'Espagne. Pourtant il fait un très bon début de saison. Il fait un très bon, excellent. Il est titulaire, il a été très bon, et je pense qu'à l'heure actuelle, je le préfère à Evra. Evra, je pense il est toujours bon, mais je pense pas que sur la durée jusqu'à l'Euro 2016, c'est une très bonne solution. Il y a Kondogbia notamment qui a fait deux très grosses prestations. Kondogbia, il a une place à prendre à la place de Cabaye au milieu. Voilà. Pour moi, Kondogbia peut prendre la place au milieu de terrain avec Matuidi et Pogba. Didier Deschamps, c'est quelqu'un de très pragmatique, donc je pense qu'il aura sa liste déjà faite on va dire 3-4 mois avant l'Euro.
Aujourd'hui, il y a des places à prendre, il y a des joueurs qui ont été très satisfaisants. Kondogbia, Maxime en a parlé, au milieu il apporte cette fraîcheur physique, cette fraîcheur technique, c'est important. Les arrières latéraux, bon, Tremouina ça n'a pas été mauvais, mais je pense qu'Evra apportera son expérience et il jouera cette compétition. Voilà, dans la tête de Deschamps, beaucoup de joueurs, bon, il faut prendre en compte aussi les blessés, Pogba, Cabaye, c'est quand même des joueurs dans un 4-3-3 qui sont assez à l'aise. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a changé son système face au Danemark en passant en 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs. Donc voilà, il y a des joueurs, Schneiderlin a pété non plus mauvais, sans être exceptionnel, Lacazette en a parlé, Fekir aura un coup à jouer également. Voilà, une bonne équipe de France. Moi, je pense que c'est pas 3-4 mois avant l'Euro qu'il faut trouver le 11 idéal. Pour l'instant, le 11, il n'est pas encore fait dans la tête de Deschamps ni dans la tête de personne. Et c'est dès maintenant, il y a une série de matchs amicaux. Certes, il faut faire jouer les jeunes, certes, il faut faire jouer des gens qui n'ont pas essayé, bien sûr, mais il faut dès à présent connaître le 11. Et faut... C'est pour ça qu'il s'essaye, il y a des champs, comme tu dis. C'est pour ça qu'il s'essaye à justement tester le maximum de joueurs, voir leur potentiel. Je pense qu'il essaye trop, et s'il fait à chaque fois les premières sélections pour plusieurs joueurs en même temps, ça va pas, c'est pas ça qui va nous faire avancer pour l'Euro. Oui, ce qu'il faut se dire déjà, c'est que la France participe à ces éliminatoires, alors qu'en vrai, vu qu'ils partent, ils sont obligés de participer à l'Euro. Ouais. Maintenant, je pense que c'est dans un esprit de dynamique. Il a raison, parce qu'il perd rien Deschamps à faire ça, ni l'équipe de France. Il perd rien à faire jouer ces joueurs-là. En plus, comme tu as dit, il y a des blessés. Donc, vous regardez ce que peut donner sous un autre schéma. Franchement, Lacazette, je pensais qu'il allait être dans l'axe. Au final, il a fini à droite. Donc, même, je pensais à gauche. Au final, le tester dans ces endroits-là, c'est pas à l'Euro qu'on pourra tester ça. Parce qu'il y a d'autres équipes qui n'ont même pas cette chance-là. La France, elle va arriver à l'Euro avec un avantage certain, c'est-à-dire qu'ils auront fait des éliminatoires où ils auront pu tester vraiment toute leur équipe. Donc ça, c'est un luxe qu'a Deschamps. Au niveau des automatismes, il faut s'y prendre vraiment dès maintenant. Il perd beaucoup de temps, Deschamps, à mon avis. Et je pense que ça peut être préjudiciable. Ce qui est bien, c'est que Deschamps, il concerne du monde. Il y a des joueurs qui sont en forme, il concerne tout le monde. Il va faire un groupe de 22 et puis plus l'Euro sera il concerne tout le monde, mais il choisit ses matchs. Qu'on voit contre le Brésil, il convoque pas certains joueurs. On se demande pourquoi quand même. Oui. Mais je pense quand même qu'il y a l'aspect international après, c'est dur de jouer avec le maillot de l'équipe de France, mais il concerne vraiment tout le monde. Il va faire un groupe de 22 si vous voulez, 23, et puis petit à petit, plus on se rapproche de l'Euro, plus le groupe réduira à 11. Mais je pense que c'est l'heure, de toute façon, on a des amicaux, maintenant il faut commencer à tester des joueurs. On a des joueurs à tester comme Imboula, on a Martial, voilà, c'est des joueurs comme ça, il va falloir les appeler pour voir ce qu'ils donnent sous le maillot bleu. Bon allez, on va pas parler que de la France parce qu'évidemment il n'y a pas que la France qui a joué, il y a aussi d'autres pays et évidemment avec le Portugal qui a battu la Serbie à domicile, no Estádio da Luz comme on dit en portugais, une victoire 2-1. Ou Estádio da Luz. En français, le stade de la Luz. De la lumière. De la lumière. Non, mais évidemment, le Portugal qui a gagné. Bon, c'était pas un match. C'était pas une grande surprise parce que la Serbie est vraiment en méforme depuis ces dernières années. Ils disputent pas de compétition. Il y a eu le bijou de Matic, très très beau, messieurs. Vous en pensez quoi de ce but ? Franchement, c'était. Il n'y a rien à dire. Il montre que c'est pas seulement un récupérateur qui a des qualités techniques et des qualités devant le but. Il était au prix Puskás il y a 2 ans avec Neymar. Exact. But contre Porto, donc c'est quand même un mec qui a toujours su marquer des beaux buts dans ce stade. Ouais, c'est vrai que Matic, il a sa petite réputation en Angleterre et depuis qu'il a Benfica de casseur de jambes, récupérateur, ratisseur. Mais on sait très bien qu'il est très bon dans le jeu, il est très bon tactiquement. Voilà. Maintenant, je voudrais juste revenir sur le Portugal parce que je les ai trouvés très solides et je les trouve très solides depuis que Paulo Bento a quitté la sélection. Voilà, c'est une équipe qui se prépare bien dans ces éliminatoires. Ils avaient un match en moins, ils l'ont gagné, ils repassent premier. Ils ont pas un réservoir de joueurs très impressionnant, mais ils ont des joueurs qui font le boulot. S'ils arrivent à rester solides avec le talent offensif qu'ils ont devant, un milieu de terrain qui est plutôt bien contrôlé. Ouais, avec Moutinho qui est vachement fort. Moutinho qui se sert de sa confiance qu'il a avec Monaco. Ronaldo, on le connaît devant, mais c'est surtout derrière où ils ont progressé, je trouve. Donc voilà, ils prennent un but sur corner, je crois. Non ils prennent un but sur corner, un peu bête, mais c'est surtout que au final, ce qu'on se dit, c'est que par rapport à Paulo Bento, cet entraîneur-là, Fernando Santos, a réussi vraiment à réunir des joueurs. Il amène des nouveaux joueurs. Il a osé faire des petits. Par exemple, João Mario, qui est vraiment un jeune joueur du championnat portugais, il ose le faire jouer. Ouais, Bernardo Silva. Bernardo Silva. Où il y a André Gomes aussi. André Gomes, William Carvalho, il est sur le banc. Enfin, il y a encore de nouveaux joueurs sur le banc. Donc cette équipe, elle est en train de se construire. On voit le retour de Quaresma en sélection, il est décisif. Bon, contre la Serbie, il a joué quelques minutes. Nani revient. Nani aussi. Puis en défense, voilà, il y a des bons gardiens. En défense, il lâche Fonte qui fait un bon début de saison avec Southampton. Donc c'est bien pour le Portugal. Il manque juste un buteur, quoi. Il manque un buteur, mais Cristiano Ronaldo il manque un vrai neuf, quoi. Paoletta, Nuno Gomes, ces attaquants-là sont portée disparue. Mais ils ont des bons joueurs d'avenir. Non, il y a Eder sinon à choisir, mais bon. Il y a une très belle génération qui arrive avec le Portugal. Il y a une très belle génération qui arrive et je pense que
On va peut-être pas retrouver le Portugal qu'on a connu, mais une sélection qui va, je pense, nous montrer des choses. En tout cas, ils prennent la tête du groupe. Il y a aussi l'Espagne qui a joué. Une victoire 1-0 face à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs ? C'était un match bizarre parce que la sélection espagnole, on le sait, ils se servent un peu du renouveau de leur nouvelle génération. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Del Bosque a fait un long turnover, on apparaît ça en basket. Là, c'est une revue d'effectifs. Et cette équipe d'Espagne a manqué clairement d'automatisme alors que c'est son point fort, c'est-à-dire le jeu de passe, le jeu de transition. Et elle a manqué d'automatisme, elle l'a emporté 1-0 parce qu'elle a des talents individuels bien supérieurs à cette équipe d'Ukraine. Mais malgré tout, une Espagne qui ne rassure pas, une Espagne qui sera évidemment à l'Euro. Une Espagne qui ne rassure pas pour l'instant, qui sera certainement plus forte à l'Euro. Mais voilà, c'est bien de prendre aussi en compte tout le monde parce qu'il y a eu un crash quand même de l'Espagne en Coupe du Monde. Et voilà. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais on voit qu'il y a de nouveaux cadres comme David Silva. Il y a vraiment des joueurs qui reprennent en main la sélection. Il y a des bons jeunes, on sait. Il y a Coquet, il y a Isco qui a encore été. Il y a la relève, mais c'est quand même, c'est quand même bizarre de voir l'Espagne jouer comme ça alors qu'entre 2008 et 2012, on était habitués à les voir. On les a connus à un niveau, c'était. Leur passer à 10 pendant 20 minutes. Ça montre bien qu'au niveau international, il faut des joueurs de qualité, des joueurs d'expérience et que la jeunesse, ça suffit pas. Ouais. C'est vrai. Il faut des cadres et les cadres, il y en a justement en Allemagne, ça va nous permettre d'y aller. Ils ont gagné 2-0 contre la Géorgie. Bon, c'est un match de l'Allemagne qui, comme d'habitude, solide. L'Allemagne confirme. C'est vraiment peut-être le pays. Aussi. Voilà. C'est peut-être l'équipe la plus complète. Qui fait le plus peur, moi, je pense, pour complète, l'Euro. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume ? Ils sont 3e du groupe, donc pour l'instant, ils sont pas encore à l'Euro quand même. Oui, mais pas de souci pour eux. Oui, bien entendu, mais même en barrage, je pense que l'Allemagne, je pense que c'est une équipe qui a un effectif. En plus, c'est une équipe sur le long terme parce que leurs grands joueurs, leurs meilleurs joueurs qu'on connaît, Müller, Ozil, ils ont 25 ans, ils ont encore 5-6 ans au plus haut niveau, minimum, au grand minimum. Ils ont Götze, ils ont Draxler, ils ont Reus. Enfin, ils ont une ressource d'effectifs. Ils ont à tous les postes. Pour moi, quasiment les meilleurs joueurs. Voilà. C'est quand même étonnant de les voir gagner comme ça, mais sans vraiment convaincre. C'est ce que tu disais, Kevin. Mais franchement, l'Allemagne, après cette Coupe du Monde, elle revient. Je pense qu'il y a encore une transition qui se fait comme avec l'Espagne, donc on verra ce que l'Allemagne va produire. Je pense quand même que en juin 2016, il va falloir les prendre. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ils sont candidats, champion du monde en titre. C'est plus que les candidats, là, c'est des favoris. Il y a aussi un match nul entre les Pays-Bas et la Turquie. Un match quand même. Quand on connaît quand même, excuse-moi de te couper Bruno, quand on connaît le niveau des Pays-Bas, enfin dans les éliminatoires, on se dit quand même que c'est quand même incroyable. Cette équipe n'a jamais raté ses éliminatoires. Et là, elle a buté sur une équipe de Turquie bien regroupée. Voilà, le talent offensif des Pays-Bas ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu de lien technique entre les joueurs. Voilà, même son entraîneur n'a pas vu Schneider, donc c'est un peu incompréhensible. Là, je parlais de l'Allemagne qui était 3e, mais les Pays-Bas ils sont 3e. Ils ont 6 points de retard déjà en 5 matchs. C'est quand même assez impressionnant. Eux, ils sont pas du tout encore qualifiés. Ah non, pas du tout. Malgré, c'est vrai que Schneider, il est pas mauvais en ce moment, mais au niveau international, il fait pas grand-chose. Robben, on l'a pas beaucoup vu. Bon, après, la Turquie, c'est une équipe solide. Il va falloir aller chercher. C'est la République tchèque qui est leader quand même. Faut les rattraper. Et l'Islande qui est très surprenante aussi dans ce groupe et qui font mal. De toute façon, les éliminateurs de l'Euro, on l'avait avec l'équipe de France, ça a toujours été c'est toujours des matchs à prendre très au sérieux parce que tu as des petites nations qui sont capables de t'accrocher, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Voilà. On a vu avec l'Allemagne, c'est des équipes. L'Allemagne ne me fait pas de soucis, mais après les Pays-Bas, ça reste à voir. 6 points en 5 matchs de retard, ça fait mal. En tout cas, il y a eu aussi l'Italie qui justement est rentrée dans le piège de la Bulgarie. Qu'est-ce qui se passe avec l'Italie, messieurs ? L'Italie, je pense je sais pas. Pourtant, ils ont des jeunes très intéressants, mais je comprends pas. Voilà, entre l'Euro, la défaite en finale, c'est fini. Je pense que c'est l'Euro. Ils ont pourtant pas perdu de joueurs. Ils ont toujours quasiment le même effectif. Ils ont toujours les joueurs comme Maggio, Marchisio qui s'est blessé, mais ils ont toujours Balotelli. Mais c'est plus les mêmes joueurs sélectionnés aussi. C'est plus les mêmes. Mais enfin, ils ont changé. Mais tu regardes leur défense. C'est que ça n'a pas vraiment beaucoup bougé à part le milieu de terrain. Ils ont appelé des joueurs comme Poli, mais je pense que l'Italie a un petit souci au niveau de la sélection de certains joueurs parce que je pense que en attaque notamment, je pense que un gros problème au niveau offensif. C'est un remplaçant qui met le but. Et puis ils mettent beaucoup de buts sur corner. Sur basse. Coup de pied arrêté, ils ont des bons joueurs derrière. C'est toujours solide l'Italie, c'est pour ça que c'est assez surprenant de les voir prendre 2 buts face à la Bulgarie. Après, c'est une équipe qui est un peu instable. On a du mal à cerner leur jeu, offensivement ils ont du mal. Ils ont toujours eu des soucis offensifs. Au milieu quand même c'est pas mal, hein. Pirlo, il y avait Verratti aussi, Marchisio, Il y a Montolivo qui revient. Moi tu vois les Italiens, je trouve c'est toujours une équipe difficile à battre quand même dans les très tactiques, très dur à battre. Donc à l'Euro ils seront là quoi. Mais bon.
Je pense après que ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, on s'inquiète pour l'Italie de peut-être pas les voir à l'Euro parce que c'est quand même une équipe qu'on a envie de voir disputer la France ou d'autres équipes. C'est quand même un cadre, c'est une référence du football européen. On s'en souvient en 2012. Bon, en la 2006, finale était un peu sévère mais en 2012. Mais... C'est un bel ennemi de la France, on espère les voir. Oui. En tout cas, il n'y a pas eu que ces matchs-là parce qu'il y a aussi le match amical entre la France et le Brésil. J'avais annoncé une victoire pour ma part du Brésil. J'avais dit que ce serait une ambiance samba. Ça l'a été, un grand Neymar. Mais la France, quand même, elle a vachement déçu dans ce match. On n'y attendait pas. Hein. L'effectif, on voyait, nos 3 milieux sont 3 milieux défensifs, des 6 de base. Donc à partir de là, c'était un peu. On l'a vu dans le jeu de toute façon qu'on n'avait pas de vrais tacticiens, de vrais meneurs de jeu. Personne pour vraiment organiser. Bon, il y a Sissoko qui a fait une plutôt bonne performance, qui a essayé d'aller de l'avant. Mais quand tu joues à autant de joueurs défensifs, tu peux pas vraiment créer du jeu et ça s'est ressenti. Il y a aussi Sagna qui a été vachement en difficulté sur le couloir gauche. Franchement, couloir droit. Couloir droit. La défense n'a pas été convaincante. Sakho, comme à Liverpool, il inquiète un peu là, Guillaume. Ouais, c'est surtout au niveau des relances que Sakho il inquiète toujours. Dès qu'il a la balle au pied, tu sais pas ce qu'il va faire, quoi. Un peu comme Matuidi des fois à Paris. Il y a des fois où tu sais pas trop ce qu'il peut faire avec ses jambes. Il perd des ballons un peu bêtes, mais pourtant il s'applique et c'est ça, c'est un problème. Après, à mon avis, c'est pas le complément parfait pour Varane. Et je pense qu'il va falloir vite le trouver parce que, à mon avis, Sakho, pour le moment, il n'a pas les épaules. Il était rappelé trop tôt, Sakho. Je pense ça faisait quoi? Ça faisait 4-5 semaines qu'il revenait de blessure. Je pense que c'était un peu tôt pour le rappeler. On voyait qu'il n'était pas à 100%. Après, pour ma part, Sagna, désolé pour lui, mais je comprends pas pourquoi il est rappelé encore en équipe de France, quoi. Mais à droite, voilà, faut dire qu'à droite, on n'est pas Debuchy. Pourtant, Debuchy, c'est pas la référence. Il y a des problèmes de latéraux en France oui, et c'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a aucun latéraux qui sont vraiment au niveau en équipe de France. Encore à gauche, on a une petite génération qui arrive, mais à droite, à part. Bon, certains me diront Korcha, pour moi c'est un bon joueur de Ligue 1, mais c'est pas un joueur que je verrai à l'Euro, donc voilà, on va avoir un souci à droite. Parce que c'est pas avec Jallet, Sagna qu'on va faire quelque chose à l'Euro. Bon, allez, on va passer tout de suite au top et flop. Avec évidemment, je vais vous écouter, messieurs, on va commencer par Maxime pour tes tops. Alors mon top c'est Geoffrey Kondogbia, c'est un joueur qui revient en équipe de France, enfin qui a goûté à l'équipe de France l'été de l'année dernière. Donc c'est un joueur que j'adorais quand il était à Séville, donc il était notamment considéré comme le futur Alonso pour le Real Madrid. Il a que 20 ans. 21 ans. Oui, 20 il va sur ses 21 là, il va sur ses 21. C'est un joueur qui est vraiment très très bon, il a gagné la Coupe des U20 avec Varane et Pogba notamment. Il est très très bon, il avait été acheté très cher à Monaco. Il a fait une première saison très mitigée avec Monaco notamment, comme la plupart des milieux. Et là, il revient en force, notamment son déclic principal, c'était, je pense, le match contre Arsenal, où il fait une super performance. Et depuis, il enchaîne les bonnes performances. On le voit avec Monaco qui revient très bien. Donc tout le milieu, de toute façon, monégasque revient très bien. On l'a vu avec Joao Moutinho. Et il a fait une très bonne performance avec les Bleus, et ça me fait plaisir pour lui. Et tes flops? Mon flop, je dirais Didier Deschamps face au Brésil, qui aligne 3 milieux de terrain défensifs. Désolé, mais les 3, techniquement, on va pas se mentir, c'est pas les références techniques. Et ça se voyait dans le jeu, c'était pas très beau à voir. Voilà. Guillaume, je te vois pas être très content face à Maxime. D'ailleurs, monsieur Carl, l'arbitre... C'est ce que j'allais dire là. Les auditeurs qui nous écouteront n'ont pas vu la chose. Oui, ils n'ont pas vu la chose. Je pense que attendez, parce qu'il faut peut-être vous expliquer ce qui se passe. C'est que dans le football, on est d'accord sur certaines choses et pas avec d'autres. Mais en tout cas, j'ai vu un doigt se lever. Voilà. Je sais pas si c'était un doigt sympathique. Si c'était une invitation, non, c'est juste que Didier Deschamps, c'est aussi mon flop. C'est aussi mon flop, Didier Deschamps, parce que c'est vrai que moi aussi je suis déçu des choix qu'il a fait. Tactiquement, il aurait pas dû faire ça face au Brésil. Face au Danemark, il aurait dû mettre une meilleure composition. Pour moi, même si on a gagné, ça restait une équipe de remplaçants. Donc Didier Deschamps, il m'a assez déçu et donc ouais, moi aussi c'est mon flop. Et pour mes tops, je vais mettre l'Angleterre parce qu'ils ont gagné 4-0. Offensivement, ça va de mieux en mieux. Et il y a Harry Kane qui est rentré, il a mis 80 secondes pour marquer. Alors là, je vois d'autres doigts se lever. Voilà, chacun se vole ses flops, ses tops, c'est... mon top là, merde. Attendez. C'est Kevin. S'il vous plaît, messieurs, vous aggravez vos cas. S'il vous plaît. Les mains sur la table, s'il vous plaît. Mon top. C'est mon top. Monsieur, on va avoir mais non. discussion là. On va mettre l'émission entre parenthèses. Il faut informer ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de doigts qui se lèvent. C'est pas possible. T'as pas envie de montrer le plafond qui a été refait. Je pense que c'est l'approche du match OM Paris qui va avoir lieu. Avant ça, on va écouter peut-être l'arbitre qui a des choses à dire. Non, j'ai des choses à dire d'abord. Je vais te laisser, Kevin, faire tes tops et tes flops. Mais sache qu'après, tu as un petit carton rouge. Ok. Fais donc tes tops et tes flops. Merci Karl, c'est gentil de me laisser faire les tops. Et ensuite, je terminerai les miens. Ok. Guillaume,
Tu m'as pris donc au top, Harry Kane voilà, qui est juste exceptionnel avec l'Angleterre et avec Tottenham, qui continue de marquer et qui montre que c'est vraiment un attaquant complet, un renard, un des surfaces, technique, qui marque à peu près dans toutes les zones, et Très, ça c'est très bon. très très important pour l'Angleterre. Au niveau des flops, je vais prendre les arrières latéraux de l'équipe de France qui sont de plus en plus nuls et à l'approche de l'Euro, et ça c'est vraiment un gros danger. Evra il a l'expérience mais il a que ça maintenant. Sagna il s'est fait balader tout le match, il était Samba face à Neymar. Voilà, Debuchy il est blessé, bon je sais pas s'il faut mieux qu'il reste, non j'en sais rien. Tremoulinas c'est un joueur de City, de petit quartier, voilà, ça sert à rien, ça vaut rien. Une équipe de France un peu décimée au niveau des arrières latéraux, donc ça sera mon flop. Bon, bah c'est toujours dur de se dire au revoir, mais sur ces belles paroles, on te laisse voilà, te Merci, diriger vers la merci sortie. beaucoup. C'est gentil d'être venu. La sentence est irrévocable. Bah, je vais vous donner les miens parce qu'il n'y a pas de raison. Dans les tops, je vais mettre évidemment Coentrão qui, depuis le début de saison, on n'arrête pas de le critiquer. Bon, qu'est-ce que tu veux? Contrao. Coentrão. En français, ça donne quoi? Coentrão. Ça donne un truc moins bien. Bon, top évidemment parce qu'il revient dans son antre, dans sa famille, Benfica. Il marque ce but décisif dans son stade qui l'a formé. Donc un très beau moment de football pour les adeptes et pour ce pays. Mais il a le temps d'être en forme, hein, il joue pas au Non, mais Real. Il a le temps d'être en forme. Attends, il y a Marcelo, concurrence oblige. En tout cas, une fois que tu le fais jouer milieu gauche, il est décisif. Quand il joue. Il a fait une passe décisive et un but dans le match. C'est pas rien. Et en flop, en fait, je sais pas si c'est un top ou un flop, c'est Gibraltar. Parce qu'ils ont mis enfin leur premier but dans une compétition, voilà, dans des démarches de compétition, mais ils ont perdu 6-1. Donc tu te dis, voilà, ça reste mitigé. Bon, on va rappeler Kevin, voilà, revient. Ouais, bonjour, ça va? Parmi nous, est-ce que tu as les doigts dans les poches cette fois? Non, je sais pas où ils sont mes doigts. Mais attention Guillaume quand même, on vole plus mes tops. Hein. Attention. C'est ça, hein. Et l'arbitre en carton là, avec ses cartons. Oh là 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 là. Vous savez comment les Libanais sont susceptibles. Et je dis juste qu'il y a un Chinois à côté de moi qui a fait la même chose, il a pas pris de carton. Voilà, c'est tout. Ouais, mais bon, Moi, je veux le carton pour monsieur l'aileron. vous savez. Il t'a- Bon allez, s'il vous plaît, planche de je vais surf. vous demander un peu de sérieux, s'il vous plaît, messieurs. Un peu de sérieux. Allez, on va passer à un gros Toi, reste sujet à la régie, toi. qui va vous intéresser. Bon, attention, c'est impossible de travailler avec des gens comme ça. Ah, excusez-moi, bon, là on va faire l'émission avec juste Bruno et Guillaume parce que là, donc je vais vous convier, messieurs Maxime et monsieur Kevin. Ah non, rester pendant 2 minutes. non, j'ai déjà été sorti. C'est bête parce que les Parisiens Alors. n'auront pas leur mot à dire pendant le fameux sujet sur OM Paris. C'est bête. Il n'y a pas de sujet à dire, il n'y a pas de concurrence. Voilà. Non, mais j'ai déjà été sorti. Bon allez, on passe tout de suite au match of the week. OM PSG, le classico qui est tant attendu parce que là c'est toute la Ligue 1 qui retient son souffle. À Marseille, au Vélodrome, qu'est-ce qui va se passer pour vous messieurs? Quels sont les scénarios? Je veux savoir vos pronostics. Je veux exactement savoir comment va se passer ce match selon vous. Paris va être logiquement favori. Hein. C'est dommage que Jérémy soit pas là aujourd'hui, ce serait un peu énervé. Mais Paris, franchement, ils sont favoris et ça serait vraiment très logique qu'ils gagnent et qu'ils fassent enfin taire les Marseillais qui croient toujours au titre alors que le titre il est déjà joué, je pense. Je suis pas parisien, mais pour moi il est déjà joué. On embrasse très fort Jérémy qui nous aurait dit que Nkoulou allait faire un grand match, que l'OM aurait pu gagner ce match, mais je partage ton avis, je pense pas que Marseille va l'emporter, parce que Paris a beaucoup plus de choses à faire dans la dynamique de leur saison. Ils vont gagner ce match, ils ont un effectif qui est bien plus complexe, soit sur le banc ou sur le terrain. Et maintenant, je vais laisser Karl faire revenir 2 Parisiens sur le terrain, s'il te plaît. Un petit peu de... Comment dire? Un petit peu de Parisien, un petit peu de bleu dans les équipes. Allez messieurs, revenez. Qu'est-ce que vous pensez de ce match, vos pronostics? Alors, si Jérémy aurait été là, je pense qu'il nous aurait dit que Michou Batshuayi, El Batman allait rentrer, mettre un crochet à Thiago Silva et mettre une lucarne à Sirigu, mais non. Il l'a fait avec la Belgique, c'était pas Thiago Silva, mais il l'a fait avec la Belgique. Mais non, donc oui, je pense comme Guillaume, même en étant assez objectif, je pense que Marseille va se défendre. Ils vont être chez eux, donc je pense que ce sera pas facile. Mais je les vois pas gagner et je pense que si Paris gagne au Vélodrome, je pense que le titre c'est joué, c'est fini pour Marseille. Bah Marseille, ça va être un match équilibré à mon avis. Ils jouent à domicile, ils jouent quasiment le titre comme l'a dit Maxime. Ils vont essayer d'avoir le ballon face au PSG. On sait que c'est toujours la clé pour battre le PSG. C'est très compliqué de l'avoir. Si on l'a pas, on se met à défendre tout le match et on n'est pas à l'abri d'occasion de but. Donc voilà un match assez complexe pour l'Olympique de Marseille, un peu moins pour le Paris Saint-Germain à mon avis avec l'effectif. Le PSG quant à un moment d'abri très chargé. Victoire de Paris 2-1 pour moi. Ok, je vais juste vous demander maintenant les scores, vos pronostics, je veux les entendre maintenant sur le match, c'est samedi ou dimanche?
Dimanche. On rappelle à ceux qui écoutent, c'est dimanche. Et Guillaume, donne-nous tes pronostics. 2-0 pour Paris. 2-0, toi Maxime. On change pas les bonnes habitudes, 2-0. 2-1, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. Et le régisseur a le droit de parler aujourd'hui. Donne-nous ton pronostic. Mon pronostic, ouais, C'est qui Marseille 37-8. Ah, on n'est pas au football américain. Non, je pense que je verrai bien un petit 2-0 aussi. But de 2-0. But de Pauletta. Hein. De Paoletta, je dirais même de. Moi, j'ai envie de dire un 5-5, Kouaro qui revient sur le terrain, qui remet le maillot. Non, sans déconner, je pense que Paris va gagner 2-1 ou 3-1. Ouais. Bon, en tout cas, on va passer maintenant à un autre moment. On attend vachement l'ambiance du Vélodrome. Il y a eu aussi un match côté stéphanois qui a fait beaucoup de bruit cette semaine contre le Danemark, où on a vu des joueurs lyonnais se faire siffler en équipe de France. Ça a soulevé une grosse polémique, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de Lacazette ou Fekir rentrer en jeu, qui se font siffler par pourtant un public de l'équipe de France et non un public stéphanois? Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que dans d'autres championnats comme l'Allemagne, tu peux avoir des Munichois qui vont jouer au stade de Dortmund, ils se font pas siffler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a qu'en France qu'on a ça. En tant que grand championnat, il n'y a qu'en France qu'il y a vraiment des. En Angleterre. En Angleterre, ils ne sont pas vraiment Non, sifflés. T'es sûr, la haine entre United, Liverpool ou même Everton, quand l'Angleterre est allé jouer à Villa Park, j'ai pas vu de joueur de Tottenham se faire siffler. Voilà. Tous les supporters sont derrière leur nation et Bah ils oui, devraient sont l'être, derrière- même que ce soit à Saint-Etienne, que ce soit Oui, à voilà. Marly c'est Coumont, débile. n'importe où. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Ils devraient vraiment être derrière leur Ouais. équipe nationale. Leur équipe est censée les représenter. Ils doivent être là derrière eux, forcément à les supporter, quel que soit le joueur. C'est l'équipe nationale qui supporte pas le joueur. Faut prendre en compte, bon, c'était à Saint-Etienne, Lyon, voilà, c'est un derby qui dure depuis 60 ans, mais c'est vrai que ne pas être derrière sa nation, franchement, ça promet pour l'Euro, parce que vous imaginez un quart de finale à Saint-Etienne où Fekir il rentre? Non, c'est pas possible. Un quart de finale contre l'Espagne, le mec il a besoin d'être en confiance pour jouer. Non, on peut pas faire ça. Voilà, et si on était vraiment un vrai pays de football, avec une vraie culture de foot, voilà, tout le monde aurait applaudi, on est tous derrière l'équipe de France. Il y a les matchs, il y a la Ligue 1, c'est toute l'année, donc vous pouvez siffler toute l'année. Là, c'est l'équipe de France, c'est la priorité, il faut pas faire ça, quoi. Surtout, franchement, c'est une situation qui est débile, comme tu dis, mais ce qui est très fort, c'est que Lacazette, il est rentré sous les sifflets, et pourtant, quand il a marqué, il a été applaudi. Et évidemment, tout le stade a chanté, tout le monde a fêté ça. Donc il a marqué son premier but là, c'est symbolique. Et quand il sort, il se fait applaudir quand même par la moitié du public. Donc il est très très fort. Malgré ce classico qui dure depuis 60 ans, ces rivalités là entre Saint-Etienne et Lyon, il a quand même réussi à je sais pas, peut-être faire améliorer cette situation là qui dure et qui est débile. On en a marre de voir ça. On se souvient de Digne au Vélodrome, c'était honteux. Exactement. Ça l'avait tué pour tout le match. Il a pas pu jouer du match. C'est Il une a raté situation, ses mais- gestes. Tu peux pas jouer quand t'es pas en confiance. Quand tu sens que les personnes qui sont Valbuena censées te aussi. supporter ta nation, à chaque fois qu'il se faisait souffler par tout le stade, mais c'était encore pire. Chaque fois qu'il avait la balle, il avait fait un match déplorable. Mais je pense que c'était en grande partie à cause de ça. Nos joueurs, faut les mettre en confiance. On n'est pas dans des clubs, on n'est pas dans des petites guerres de gamins. Cette fois, on doit supporter notre pays. Et je pense que voilà, faut savoir mettre un peu sa fierté, ses bêtises de côté. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. En équipe de France, on joue tous, enfin, on supporte tous, Voilà, on tout le soutient pays tous, est derrière voilà. l'équipe, Voilà, et quel c'est que ça. soit que tu viennes de Marseille, de Paris. Et ça, Clairement. c'est un message très très fort qu'ici on se démarque. On soutient. Il faut soutenir une équipe de France et pas plusieurs clubs. Là, on réfléchit plus à l'Euro 2016. Vous serez pas là en train d'applaudir les Marseillais ou je sais pas, même un mec comme Sako qui joue à Liverpool, c'est débile. Bon, en tout cas, on va terminer là-dessus. Merci messieurs d'avoir été là le long de Merci. l'émission, d'avoir Merci à participé toi. à de très beaux débats. Aujourd'hui, vous vous sentiez en forme, le régisseur aussi. Merci beaucoup. Très en forme. On applaudit Karl. Il met des cartons comme ça, lui, putain. On embrasse très fort Jérémy qui a pas pu être là. On fait des gros bisous à tout le monde. Bisous Nkoulou. Attendez, j'ai entendu une insulte. Attention. On aurait pu. 3 cartons rouges en un match pour monsieur le Breton. On aurait la pu- prochaine émission, je pense qu'il y aura des petites sanctions. On aurait pu se laisser en bon terme, messieurs. C'était beau, c'était incroyable. bien. C'est dommage. Allez, remets la musique, on va faire Ouais. comme si c'était rien passé. Ah là là, c'est vert. Allez, tout va bien dans le meilleur des mondes et on va se laisser comme ça. Merci à tous d'avoir écouté notre émission, d'être aussi nombreux chaque semaine à nous écouter, à nous suivre sur Facebook et sur Twitter maintenant. On vous embrasse très fort. Gros bisous à Jérémy, gros bisous à Thomas Nkoulou et évidemment, bon classico. It's your birthday, and you know we don't give up. It's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the
Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing.